Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma vie au Japon, qui n'est pas toujours passionnante, mais qui j'espère vous intéressera. C'était le cas de la première vidéo, j'étais agréablement surpris par les retours, donc me revoilà. Je vous retrouve encore dans une salle de classe, vous voyez derrière moi, des posters pour apprendre le français, donc c'est destiné aux enfants français bien sûr, mais on l'utilise ici pour nos élèves. Comme dans la dernière vidéo, je vous ai dit que j'avais des pauses entre mes cours, aujourd'hui je vais vous parler un peu plus en détail de ce à quoi ressemble une journée ou même une semaine dans ma vie de prof de français. Alors, je reviendrai tout à l'heure, mais ça dépend évidemment du profil du professeur, ça dépend dans quel établissement on travaille, voilà, il y a beaucoup de variétés différentes et de possibilités d'emploi du temps. Ensuite, je vous parlerai un petit peu d'un petit problème technique que j'ai eu dans le train. Il y a une ligne qui était bloquée, donc je vous expliquerai un peu comment ça s'est passé pour moi et ça sera peut-être intéressant pour vous de voir comment ça se passe quand il y a des problèmes de train. Il y a toujours une solution, c'est ça qui est bien. Et enfin, un petit dernier mot sur les catastrophes naturelles. Alors en tout cas, sur un tremblement de terre qui a eu lieu la semaine dernière, et sur le typhon qui a lieu en ce moment et qui arrive aujourd'hui ou demain, je crois, sur Tokyo et qui est déjà maintenant vers le sud du pays. Voilà. Alors, mon emploi du temps de professeur de français. Donc, il y a 2 semaines, je vous ai dit que j'avais pas mal de trous entre des cours et la semaine dernière, j'en avais pratiquement pas. Donc, ça varie quand même pas mal d'une semaine à l'autre. En général, dans mon école, moi je travaille dans une seule école de français, et donc j'ai des classes de 80 minutes avec des élèves entre 1 élève et 5 élèves. Donc quand il y a un élève, ça passe à 50 minutes, donc c'est comme un cours privé. Et quand c'est à partir de 2 élèves, donc jusqu'à 5 élèves, c'est 1h20. Donc j'ai 15 classes par semaine, donc du mardi au samedi. Et j'ai aussi des cours privés dans cette école, donc 50 minutes avec un élève. Donc les classes, c'est chaque semaine les mêmes membres, les mêmes horaires, on suit le même bouquin et on avance à la vitesse à laquelle on veut. Donc c'est en fonction du professeur, en fonction des élèves. Il y a certaines écoles, certains établissements où il y a un planning à respecter, tel jour, telle leçon, tant de semaines pour finir le bouquin. Ici, pas du tout, on suit le rythme des élèves. Donc voilà, ce qui est bien avec les cours de groupe, c'est que c'est stable chaque semaine jusqu'à ce que les élèves disparaissent, parce que progressivement, évidemment, le nombre d'élèves diminue s'il n'y a pas de nouvelles entrées. Et depuis 3 ans, avec le Covid, j'ai quand même perdu des classes. Avant, j'en avais 20. Maintenant, je me retrouve avec 15 classes, mais j'ai un peu plus de cours privés, en tout cas à l'école, la semaine dernière. Donc j'ai eu 15 classes de 80 minutes, donc 20 heures de cours, plus entre les cours privés à l'école et les cours privés dans les cafés que je donne ou sur Zoom, parce que je donne aussi des cours sur Zoom, ou même sur Webex avec des élèves qui sont situés au Luxembourg. Voilà, au total, j'avais eu 16 heures de cours privés. Donc ça fait quand même 36-37 heures par semaine dans les bonnes semaines. Le problème, c'est que toutes les semaines ne sont pas comme ça. Et cette semaine, j'avais mes 15 classes comme d'habitude, mais j'avais seulement 8 heures de cours privés. Donc, ça fait 8 heures de cours en moins, ce qui fait à peu près 25 000 yens, 30 000 yens de moins. Donc voilà, le revenu, sur le mois, les revenus sont assez stables dans mon cas. Mais voilà, d'une semaine à l'autre, ça peut varier, mais ça peut facilement évoluer. Si vous avez 2 élèves en plus ou 2 élèves en moins, à la fin du mois, ça vous fait quand même quelques dizaines de milliers de yens en plus ou en moins. Voilà. Et donc, je profite de ces pauses pour vous faire ces petites vidéos un peu plus détentes. Pourquoi je vous parle de ça? C'est aussi pour vous donner une idée de ce que c'est d'être professeur de français. Donc, moi, je travaille dans une seule école, donc je viens ici. Le matin, avant de venir, je fais un cours souvent dans le café. La semaine dernière, tous les matins, j'avais des cours dans les cafés ou sur Zoom avant de venir ici. Les cours ici commencent à 10h ou à 10h30, ça dépend, ou même à 11h parfois. Donc par exemple, la semaine dernière, mercredi, c'était une grosse journée, c'est-à-dire qu'à 9h, j'étais au café, pas loin de l'école, j'ai donné 1 heure de cours. Ensuite, je suis venu ici, j'ai eu une classe pendant 1h30, de 10h30 à midi. J'ai eu une pause d'1 heure pour manger. Ensuite, j'ai eu 2 cours privés d'1 heure. Ensuite, j'ai eu une classe d'1 heure et demie. Ensuite, à 17h, j'ai eu encore un cours privé jusqu'à 18h. Et de 18h à 19h30, une classe. Et de 19h30 à 20h50, encore une classe. Donc, c'était une journée bien chargée. Alors, professeur de français, c'est pas forcément épuisant dans des petites classes. Quand c'est dans des grandes classes à la fac ou quoi, c'est complètement différent parce qu'on est debout, on bouge, c'est beaucoup plus fatigant. Moi, je suis assis, je fais le tour de la classe, je me promène, mais c'est pas éreintant physiquement. Mais quand même, quand vous faites des journées de 9-10 heures de cours, le soir, vous êtes vraiment fatigué. En tout cas, moi, je suis vraiment fatigué. Il y a aussi l'âge. Quand j'ai commencé, donc il y a 10 ans, je travaillais tous les soirs du lundi au vendredi jusqu'à 21h et ça allait. Maintenant, j'ai 44 ans, je fais plus que 3 soirs par semaine.
Alors il y a 2 soirs où je donne des cours en ligne à la maison, donc c'est quand même un peu plus cool. Mais voilà, avec l'âge, professeur de français, travailler tous les soirs et travailler le samedi, et avant je travaillais le dimanche, voilà, c'est quand même assez fatigant. Donc si vous avez envie de devenir prof de français au Japon, je vous conseille de le faire quand vous êtes jeune, et je vous conseille de vous préparer à bosser donc soit le matin tôt, probablement jusqu'à 21 h le soir, et au début en tout cas le samedi et probablement le dimanche. Et par contre, aujourd'hui par exemple, j'avais seulement un cours de 10h30 à midi, ensuite 2 heures de pause et j'ai encore un cours de 14h à 15h30. Et après, je rentre chez moi et j'ai 1 heure dans un café pas loin de la maison. Donc une journée très très tranquille. Voilà, professeur de français, c'est aussi ça. Alors, dans mon cas, c'est comme ça, mais j'ai par exemple un collègue, des collègues, qui travaillent dans plusieurs écoles. Et c'est ce que font la majorité des professeurs de français. Si on veut gagner sa vie correctement avec ce métier, c'est très rare de le faire en travaillant seulement dans un établissement. Donc, par exemple, un de mes collègues, il travaille ici 2 jours par semaine. Alors, il a un planning assez chargé pendant ces 2 jours. Ensuite, il travaille dans un lycée qui est à l'autre bout de la ville. Ensuite, il travaille dans une fac qui est à Tokyo. Et il travaille aussi à l'Institut français de Yokohama le samedi et de temps en temps en ligne. Donc, quand on est professeur de français au Japon et qu'on travaille dans plusieurs établissements, on doit vraiment jongler avec son planning. Moi, si vous voyez mon agenda, il y a des cases partout, il y a des trous, il y a des couleurs, etc. Donc voilà, faut avoir quand même un certain sens de l'organisation. Et voilà, faut pas avoir peur de se déplacer. Donc moi, je le fais pas pour l'instant, mais comme j'ai de moins en moins de cours, ben, je vais peut-être être amené à devoir chercher du boulot, hein, des heures de cours ailleurs, et peut-être à faire un peu plus de déplacements. Voilà. Alors maintenant, un mot sur le problème de train. Donc je le dis souvent, hein, il y a très peu de retard sur les lignes de train, même locaux. Ça arrive de temps en temps, évidemment, s'il y a un accident ou un accident de personne, comme on dit. Et c'est ce qui est arrivé mercredi dernier. Il y avait un accident, pas de personne, un accident technique. Il y avait une portion de rail qui avait pris feu. Alors, j'ai pas bien suivi pourquoi, mais du coup, ils ont dû changer des rails. Et donc, pendant 6 heures, la ligne que je prends pour aller de ma gare à Yokohama ne circulait pas entre Yokohama et une autre station. De temps en temps, c'est bloqué seulement entre 2 stations, mais le reste, ça fonctionne. Donc, de temps en temps, j'échappe au problème, mais mercredi, j'y ai pas échappé. Et quand je suis arrivé à ma gare, gare locale, donc il n'y a que les trains locaux qui s'y arrêtent, eh bien il y avait plein de gens devant la gare, donc j'ai compris tout de suite. Et donc dans ce cas-là, moi je peux soit marcher 10 minutes pour aller dans la prochaine gare où il y a une autre ligne qui passe et qui va aussi à Yokohama, donc c'est bien pratique, soit prendre le bus, et c'est 10 minutes en bus pour arriver à Shin-Yokohama. Et de Shin-Yokohama, il y a plusieurs lignes qui vont jusqu'à Yokohama. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le bus pour aller à Shin-Yokohama. Et un truc qui est bien, c'est que quand il y a une ligne qui est bloquée, là où on passe le ticket, il y a des agents de la ligne qui distribuent des petits tickets pour dire, ben voilà, ça ne marchait pas. Et avec ce petit ticket, vous pouvez aller prendre une autre ligne de train, même si c'est une autre compagnie, ça marche, il n'y a pas de souci, et vous pouvez la prendre gratuitement. Vous passez pas au portique, hein, vous passez à côté là où il y a l'agent de gare, vous lui montrez et il vous laisse passer gratuitement. Donc ça c'est vraiment pratique et c'est très sympa quand il y a un problème sur une ligne. Et ça fonctionne aussi pour le bus. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris un petit ticket et quand je suis monté dans le bus, je l'ai dit au chauffeur et il m'a laissé monter sans problème. Alors dans le bus évidemment il y avait plein de gens qui faisaient comme moi, donc il y avait une queue comme ça. Et je vais critiquer un petit peu les étrangers, alors là c'était des asiatiques il me semble, mais il y avait seulement une personne qui a niqué la queue et c'était un étranger. Bon alors honnêtement il avait l'air un peu perdu à regarder un peu à droite à gauche. Mais bon, tu réfléchis 2 secondes, il y a plein de monde, il y a le bus qui arrive, il y a des gens qui font la queue en plus le long du bus. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup pour comprendre que faut faire la queue et tu regardes jusqu'où ça va. Enfin bon. Et dans le bus, il y avait une seule personne qui téléphonait, c'était encore un étranger, un autre étranger. Donc voilà, après, faut pas non plus s'étonner que les Japonais aient pas forcément toujours une image très très positive des étrangers, parce que même si ces 2 personnes ont rien fait de très mal, il n'y a pas eu mort d'homme, puis c'était un peu le bordel, bon, on les comprend aussi, il s'avère que les 2 seuls qui n'aient pas respecté les règles, c'était des étrangers. Voilà, donc pour les Japonais, ça donne quand même une image un tout petit peu négative, en tout cas, que les gens ont un peu du mal à suivre les règles, qui sont peut-être différentes dans leur pays. Alors ensuite, donc je suis arrivé à Yokohama sans problème et ça s'est bien terminé et le soir ça fonctionnait à peu près normalement. Voilà, donc tout ça pour vous dire que quand il y a une ligne qui est bloquée, si vous récupérez ce petit ticket, vous pourrez prendre gratuitement une autre ligne. Et aussi, vous conseillez, si vous déménagez au Japon, eh bien, réfléchissez bien à un chemin de rechange, de secours. Hein. Voilà, si votre ligne est bloquée, est-ce que vous avez un autre moyen
d'aller sans trop de difficultés là où vous voulez aller. Voilà, parce qu'il y a des gares qui sont en bout de ligne et la gare la plus proche est à 25 minutes à pied. Donc là, c'est vraiment chiant. Mais choisissez une gare. Moi, je vous conseille une gare où il y a seulement des trains locaux qui s'arrêtent. J'en ai parlé avec un Français qui va peut-être venir s'installer au Japon avec sa famille pour son boulot. Et donc, je vous conseille toujours des gares locales, pas très loin d'une gare où les trains express s'arrêtent. Parce que dans la gare locale, j'en ai déjà parlé, vous pouvez vous asseoir, en général, il n'y a pas trop de monde. En plus, le prix des appartements sera moins élevé. Alors que dans une gare où il y a des trains express, où il y a plusieurs lignes qui s'arrêtent, eh bien, il y aura beaucoup plus de monde tout le temps, ce sera peut-être beaucoup plus difficile de vous asseoir et le prix des logements sera plus élevé. Donc voilà, mon conseil, une gare locale qui a un ou deux arrêts d'une plus grande gare avec plusieurs lignes, et donc une gare locale sur une seule ligne. Voilà, en tout cas c'est là où j'habite et je ne le regrette pas. Alors dernier sujet aujourd'hui, ça va être assez rapide, hein, c'est le tremblement de terre. Donc j'en ai parlé dans ma vidéo des 40 signes qui montrent qu'on est au Japon, parce que la semaine dernière, pendant que je réfléchissais à cette vidéo, que j'avais déjà écrit pas mal de trucs, et bien, il y a eu un petit tremblement de terre pendant que je faisais un cours sur Zoom. Alors un petit tremblement de terre, c'était quand même magnitude 5. Alors c'était à Chiba, donc c'est pas non plus tout à fait à côté, mais c'est pas super loin non plus. Donc là, c'était à Chiba, donc magnitude 5, il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de blessés, et j'ai continué mon cours normalement. Alors j'étais avec des élèves japonais qui étaient au Luxembourg, donc je leur ai dit, si la caméra bouge, vous inquiétez pas, c'est un tremblement de terre. Et puis on a continué. Voilà. Donc voilà, en général, les tremblements de terre, quand on habite ici, à moins vraiment que ça bouge beaucoup, au début, on regarde un peu ce qui se passe, on attend de voir, mais voilà, il n'y a pas non plus raison de s'affoler. Et aujourd'hui, il y a un typhon qui arrive près du Kanto, près de Tokyo et de Yokohama. Alors c'est très très rare, un typhon début juin, avant la saison des pluies. Alors j'ai lu aujourd'hui dans le journal que le printemps cette année était le printemps le plus chaud jamais enregistré au Japon. Donc ça vient peut-être aussi de là. Mais en général, les typhons, c'est plutôt août, septembre jusqu'à octobre. Alors ce qui est chiant avec les typhons, c'est que, bon, évidemment, ça flotte. Hein, et surtout, il y a un vent de fou. Donc si vous habitez au Japon, ou si vous êtes en vacances au Japon et qu'il y a un typhon, prévoyez des chaussures de pluie. 2, votre parapluie risque de se retourner, de se casser. Donc prévoyez un parapluie solide ou tenez-le comme ça. Et le pantalon, de toute façon, il sera trempé aussi. Donc prévoyez des vêtements imperméables. On peut acheter des kawaii un peu partout. Mais surtout, faites attention au vent. C'est surtout ça qui est le plus chiant. Et c'est ça qui cause des retards ou des arrêts sur les lignes de train. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous raconter. J'ai rien fait de passionnant cette semaine. Je me suis aussi baladé avec mon fils, on a pris le train, on est allé manger du Bamkuchen, pour ceux qui connaissent. C'est très bon, c'est un gâteau qui est d'origine allemande, si je dis pas de bêtises, et qui est très populaire ici. C'était pas forcément passionnant, donc je ne vais pas développer sur ce sujet. J'espère que ça vous a quand même intéressé, ce petit coucou du Japon. Et moi, je vous souhaite un bon week-end sans typhon, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Salut à tous!